Et on va commencer donc par demander à chacune de se présenter. Est-ce que vous pourriez vous présenter à tour de rôle et dire ce que vous faites? D'accord, bon, je commence, j'ai le micro. Bonjour, Mamouchi, je suis danseuse. Je suis également enseignante d'anglais. Et puis, ma danse, c'est le crump. En tout cas, c'est mon outil principal. Et là, je me professionnalise, donc je peux maintenant travailler avec ça. Et puis j'évolue principalement à Lausanne, mais sinon je voyage pas mal où on m'appelle. Et puis voilà. Et puis sinon, moi je vais aussi parler de ma rencontre avec Tribu Urbaine et Sylvie. Donc Sylvie, nous on appelle Mère Oprah. C'est bien sûr quelqu'un de très très inspirant que j'ai rencontré sur un projet de théâtre. Et puis, quand elle a ouvert ce salon, c'était naturel pour moi de le soutenir parce que je trouvais qu'il y avait besoin d'un espace comme ça où on se sentait comme ça en sécurité. Parce que les expériences dans les salons de coiffure, pour moi, ça a toujours été... j'arrivais, j'enlevais mon bonnet et il y avait un peu un... Et, en tout cas, personne ne savait quoi faire avec mes cheveux. Et puis dans les salons africains, c'était différent, j'attendais beaucoup. Et puis là, il y avait un autre rapport aux soins. Et puis ça m'a rappelé qu'en fait, se coiffer, c'est aussi prendre soin de soi. En tout. Et donc ça m'a fait plaisir après d'être invitée à être ambassadrice forcément. Super. Ouais. Tu peux nous dire juste un peu plus ce que c'est que le crump, justement, parce que peut-être les gens... Alors le crump, c'est une danse urbaine qui est née après des émeutes, encore toujours. C'était suite à Rodney King, je crois. Donc début des années 2000, grandes émeutes partout aux États-Unis. Le hip-hop est déjà implanté, mais les jeunes des quartiers ont besoin de quelque chose d'encore un peu plus intense et viscéral parce qu'il faut exprimer, vraiment aller jusqu'au bout de l'émotion. Et c'est à partir de là qu'il y a le clowning et le crump qui naissent. En fait, c'est des danses qui sont un peu comme si le corps hurle, en gros. C'est vraiment des danses où le but, c'est de chercher l'épuisement pour pouvoir se débarrasser des émotions négatives. Okay. Donc c'est un peu ça. Ben, bonjour tout le monde, moi c'est Catégorique, je suis rappeuse et auteure, compositrice, voilà. Et je fais de la musique depuis... j'ai 30 ans, je fais de la musique depuis l'âge de 13 ans. Et qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rencontré Sylvie dans le cadre de son autre casquette de présentatrice télé, qui m'avait invitée pour son émission Jeune Entrepreneur et tout. Et en fait... Moi, j'avais déjà entendu parler du salon parce que quelqu'un que je connaissais était venu dans le salon, mais je ne savais pas que c'était son salon. Donc en fait, en discutant, elle m'a dit oui, passe, etc. Et puis en fait, j'aurais pas dit mieux que toi, j'ai ressenti exactement la même chose. Moi, ça faisait des années que j'allais même plus en fait chez la coiffeuse parce que je trouvais personne qui savait vraiment s'occuper de mes cheveux et encore moins quelqu'un qui savait s'occuper de mes locks. Du coup, je faisais mes locks toute seule. Quand elles sont devenues trop longues, j'arrivais plus à m'en occuper toute seule. Il fallait toujours que j'attende d'avoir une pote qui connaît un pote qui connaît quelqu'un pour faire mes cheveux. Enfin vraiment c'était une vraie galère et moi ça m'a vraiment changé ma vie de découvrir ce salon, de pouvoir venir ici, me faire coiffer parce que j'ai vraiment eu l'impression, comme toi en fait, que j'arrivais dans un endroit où je me sentais en sécurité, où je me sentais moi-même. Et où je pouvais vraiment repartir. Limite, j'ai l'impression que j'ai fait une séance de méditation. Quand je sors, en fait, je me sens trop bien parce que justement, j'avais pas du tout l'habitude de me retrouver dans ce genre de cadre, en fait, pour m'occuper de mes cheveux. Et j'avais oublié, comme toi, que c'était important pour moi, en fait, pour me faire du bien, pour me sentir bien. Et voilà, depuis, je suis très heureuse de venir ici à chaque fois et très heureuse aussi de participer à cet après-midi et cette journée. C'est cool. Vous êtes chou de parler comme ça du salon et du concept. Mais parlez-nous vraiment aussi de vous, de votre actualité. Mais c'est important quand même de dire. Mon actualité en ce moment, c'est que en fait, je viens de finir ma tournée. En fait, j'ai sorti un album, mon deuxième album le 15 mai 2020. La pire date possible pour sortir un album. Et ça faisait 2 ans et demi qu'on travaillait sur le projet et tout, et on avait même commencé notre tournée. On a dû tout annuler 2 fois parce que il y a eu, après le premier confinement, le premier déconfinement, on avait repris un peu les dates. Après, on a dû annuler encore. Moi, j'avais 1 an de tournée, donc c'était hyper dur. Et là, on a repris de juin à novembre.
Ça s'est super bien passé, on a vu toute l'évolution, d'abord les gens assis avec des masques, machin, jusqu'à les gens sont debout, ils n'ont plus de masque et tout. Et du coup, c'était vraiment une expérience de ouf parce qu'on a fait 33 dates entre juin et puis novembre, ce qui était totalement, c'est un truc de fou en fait, parce que vraiment après le Covid, on s'imaginait même pas pouvoir reprendre et là on a eu vraiment une grosse tournée. Donc depuis ce mercredi, je suis en vacances, si je peux dire ça comme ça, et je reprends la tournée à partir de mi-janvier et j'aurai des sorties aussi l'année prochaine. Pardon ? Alors essentiellement je tourne beaucoup en Suisse allemande, en France et en Allemagne, mais ça m'arrive aussi de tourner dans d'autres zones de la francophonie, comme en Afrique de l'Ouest ou au Québec par exemple, j'ai déjà fait une tournée aussi là-bas. Et là à partir de janvier ce sera vraiment beaucoup la France. Il y aura quelques dates en Suisse, par exemple cet été je vais faire le Caribana par exemple, mais il y aura, pour le début 2020 ce sera essentiellement des dates sur le territoire français. Et je vais en Martinique aussi. Et il faut vous rendre compte de la chance qu'on a à Barça de voir ces trois artistes réunis ensemble ce soir. Parce qu'il a fallu, il a déjà trouvé une date, qu'elle soit disponible, donc c'est vraiment, on est privilégiés, quoi. Bonsoir, je m'appelle Julien Canizares et je suis violoniste, chanteuse, compositrice. Et j'enseigne aussi le violon à l'Échema de Lausanne quand je suis là. Et pareil, comme pour les filles, ma rencontre avec Sylvie a été une rencontre extraordinaire. Pas seulement du point de vue des chevaux, évidemment, on a tous compris les traumatismes qu'on a tous traversés avec les chevaux, mais aussi des points de vue humains. En fait, pour moi, c'est peut-être ça aussi qui est super impressionnant dans ce projet. C'est de voir une femme noire, afrodescendante, portée, et ce projet avec autant de force et d'espoir. Et nous qui sommes en quelque sorte entrepreneurs aussi, même si c'est dans un autre domaine, on sait à quel point c'est difficile, à quel point c'est pas du tout une ligne droite, à quel point depuis l'extérieur on voit toujours un peu les paillettes, non, les bons moments. Et souvent, ces bons moments, ils sont là, mais parce qu'il a eu un travail et une volonté, une détermination très, très, très forte. Et c'est vraiment ça qui m'inspire aussi chez toi, Sylvie. Merci. Mais justement, vu que tu as le micro, moi j'aimerais savoir pour chacune d'entre vous, à quel moment ça a été clair l'objectif. C'est-à-dire à quel moment tu t'es dit, moi je sais que je veux devenir chanteuse, violoniste, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où la destination a été claire pour toi? Pour moi, c'était clair depuis que je suis née. Je suis que j'étais née pour ça, depuis toute ma vie. Mais après, c'est vrai qu'au moment de prendre des décisions, j'ai quitté mon pays. Je suis originaire de Cuba. Et j'ai quitté mon pays, ma famille, à 16 ans, toute seule, dans le but de pouvoir justement devenir une meilleure musicienne. T'es allée où à 16 ans? J'étais au Venezuela d'abord, 2 ans, avec une bourse d'études. Et puis ensuite, je suis venue aussi en Suisse à cause de ça, à cause d'une bourse d'études. Et donc, quand tu donnes des pas aussi importants, même si à l'époque tu ne te rends pas forcément compte, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi de très, 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 très fort qui te pousse à faire des sacrifices comme ça. Tu ne fais pas ça juste pour les fonds. Tu vois. Mais du coup, c'était clair quand tu es venue en Suisse que un jour tu serais chanteuse et violoniste, dans le sens où tu aurais pu travailler dans un orchestre, oui. L'orchestre de chambre. Ouais. Ou... Quand est-ce qu'à un moment donné tu as fait ce projet où que tu serais artiste solo en gros, quoi? Oui, ça venu un peu plus tard. Ça venu ici en Suisse parce que moi à la base je pensais comme mon instrument de base c'était le violon, que c'est un instrument assez classique. Je pensais que j'allais finir dans une orchestre. Mais quelque part, les structures de l'orchestre ne me correspondaient pas parce que c'était quelque chose de très carré où je ne pouvais pas m'exprimer, où je ne pouvais pas exprimer ma personnalité, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui ont commencé à travailler en moi, du fait déjà que j'ai dû faire pas mal d'adaptations en venant ici en Suisse, apprendre une nouvelle langue, m'adapter à une nouvelle culture, etc. Bon, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ça. Et je sentais que j'étais en train de mourir en tant qu'artiste.
Et donc pour moi, les seuls moyens de donner sens à tous les sacrifices que j'avais faits, tous les parcours, c'était de vraiment crier qui j'étais. En tant que personne, même avant l'artiste, en train de dire, bah, ça c'est moi. C'est pas cette personne que vous voulez mettre dans un cadre, dans un truc tout joli, où ça ne dépasse pas. Ça n'est pas moi. Ouais. Merci. Et toi, Katé, à quel moment ça s'est passé, le fait que tu t'es dit, je vais vivre de ça, et ça va être mon métier en fait? Moi, c'était un peu différent, dans le sens où, pareil, depuis toujours, je savais que c'était ça que j'aimais, ou plutôt que c'était dans cet élément-là que je me sentais le plus à ma place et à l'aise. Le rap, depuis toujours? Ouais, le rap. En fait, ça s'est passé en 2 temps, parce que d'abord, j'ai commencé la danse. J'ai fait de la danse pendant hyper longtemps, genre de mes, je crois, 5-6 ans jusqu'à 19-20 ans. Et je faisais beaucoup de danse hip-hop parce que c'était la musique que je préférais. Et à côté de ça, j'écrivais des rimes et tout, mais je me rendais pas compte que j'écrivais de la musique. C'est après, quand j'ai eu comme 12-13 ans, que je me suis dit, ah ok, en fait, je vais prendre les musiques que je préfère, à savoir le rap américain, et je vais essayer de dire mes textes dessus. Et là, j'ai commencé à rapper, en fait. Et du coup, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment cette forme-là d'expression qui me correspondait le plus, et que j'avais vraiment envie de faire tout le temps. Des fois, j'ai même des souvenirs de ma mère qui vient au milieu de la nuit taper à ma chambre pour m'engueuler parce que je suis sous ma couette en train d'écrire des rimes et tout, et que demain je dois aller à l'école et des trucs comme ça. Et en fait, tout le monde me répétait toujours que c'était pas un métier. Donc du coup, j'avais intégré dans mon esprit que j'avais pas le droit de faire ça, ou plutôt de faire que ça comme un vrai travail, parce que, en fait, je sais pas comment expliquer, je me disais que vu que c'est tellement ma passion et que je prends tellement du plaisir à le faire, ça doit pas être ça, travailler. Vraiment, parce qu'on a vraiment une association avec le fait de quand on travaille, ça doit être dur. Et tout le monde me répétait ça, en fait. C'est pas un travail. Et en fait, j'étais déjà professionnelle de la musique quand je me suis rendu compte que c'était mon travail. Enfin, la danse, ça s'est un peu imposé à moi comme une nécessité. Enfin, faut dire que je pense que jusqu'à mes 22 ans, j'étais l'ombre de moi-même. J'étais dans quelque chose où je fonctionnais par rapport justement au cadre. Voilà, il y a le cadre, on ne dépasse pas, on est là, on est bien, on ne se fait pas trop remarquer, mais assez pour qu'on continue à avancer. Et après, il y a un moment donné où je pense que c'est subconscient, mais quand j'ai vu le crump, je me suis dit, ah, mais je crois que j'ai besoin d'un peu de ça dans ma vie. Et puis je pense que c'était juste de respirer peut-être, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je danse, je crump. Et puis après, on commence à dire, mais en fait, t'es forte dans ce que tu fais. Puis je pense qu'il y a ce déni aussi de se dire, ouais, mais déjà que la danse, c'est pas un métier, alors le crump, qui est encore une danse qui est très peu connue, je me suis dit, ouais, mais ok, c'est cool, mais je peux pas abandonner ce que je fais et qui rentre dans le cadre et qui va très bien et qui me met apparemment dans un statut qui est valorisé. C'était quoi ce que tu faisais? Moi, ce que je faisais, en fait, là, j'étais à l'université, j'étudiais l'anglais, c'est les études que mon père a faites, donc tout le monde était très content. Voilà. Moi aussi, j'étais contente, j'aime beaucoup. Et à un moment donné, il y a l'autre truc qui se développe. Et puis, moi, j'étais vraiment entre les deux. Et puis, j'ai eu la chance, comme j'étais en études en lettres, ça laisse beaucoup de temps pour étudier normalement, mais du coup, j'ai pu voyager, danser comme ça de manière amateur. Et puis là, j'enseigne, et puis c'est là où je commence à avoir beaucoup de contrats de danse. Mais après, je pense que voilà, c'est une réalité qui m'est propre, mais peut-être d'autres personnes peuvent se reconnaître, où je sais ce que c'est que la précarité. Je sais que vivre de la danse en Suisse actuellement, c'est précaire. Et puis moi, je trouve pas ça chou, en fait, de galérer. Je trouve pas ça chou. Il y a des gens pour qui c'est chou, c'est sexy. Ah, je vais acheter des trucs en seconde main. Ah, je suis cool. Mais pour moi, c'est pas drôle, c'est pas chou. Enfin, je me dis que là, j'ai encore le choix de faire les deux. Après, c'est un choix qui coûte en termes de sommeil. Ouais. Mais après, je me dis aussi que c'est un privilège qui est quand même fou de pouvoir, comme ça, toute la semaine, j'enseigne à des adolescents qui n'ont aucune idée que j'ai une double vie. Et puis après, le vendredi, je finis, puis directement après avec ma valise, je voyage et je danse et j'y gagne quelque chose. Et le lundi, je suis à nouveau avec eux en disant ouvrez les livres, quoi. Et pour moi, c'est un privilège et du coup, je profite de pouvoir tout prendre
Donc l'enseignement c'est une passion, la danse c'est une passion. Mais du coup, en termes de... Enfin, quand est-ce que j'ai décidé? Je crois que j'ai pas encore décidé en fait. Okay. Je pense que pour l'instant, je fais les deux. Et puis, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est aussi lié à mon parcours. Je pense que si j'avais eu un parcours où j'avais pas connu le besoin, je pense que je prendrais ce risque en me disant, bon, au pire, qu'est-ce qui peut m'aider? Mais quand t'as connu un peu le pire, tu dis, non.